Duel à distance ce jeudi dans le Texas entre Joe Biden et Donald Trump qui se déplacent à la frontière mexicaine. La campagne électorale va-t-elle se jouer en grande partie sur la question migratoire à 8 mois du scrutin? Décryptage avec Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des États-Unis, du discours politique précisément des États-Unis, chargé de cours à Sciences Po et maître de conférence à Cergy Paris Université. Alors on l'a dit, donc les deux principaux candidats favoris, rappelons que ce n'est pas encore la finale, il y a des primaires en cours, mais disons-le clairement, le président sortant et l'ex-chef de la Maison-Blanche, c'est l'affiche qui se dessine progressivement semaine après semaine. La lutte contre l'immigration, un thème électoral porteur aux États-Unis ? Alors oui, depuis d'ailleurs Donald Trump, en fait, c'était vraiment sa marque de fabrique. C'est pour ça, en grande partie, qu'il a été élu en 2016. Et il a vraiment réussi à partir sur ce sujet et à en faire vraiment le sujet majeur. Et il faut dire aussi qu'il y a un vrai problème d'un système qui n'est pas du tout adéquat par rapport à l'immigration qu'il y a, notamment des réfugiés politiques. Il y a de gros problèmes en Amérique latine. Et donc, effectivement, il y a un afflux d'émigrés à la frontière. Mais les républicains n'ont pas non plus voulu voter des lois, enfin plutôt un budget pour aider le département de le Homeland Security. L'aider à quoi? À maîtriser les flux migratoires? En tout cas, avoir plus de moyens. Et l'une des raisons, c'est que Donald Trump veut qu'il y ait aussi ce chaos. C'est-à-dire qu'il a vraiment mis la pression sur le Congrès, sur les républicains au Congrès, pour qu'il n'y ait pas d'avancée. Donc, je pense que ce que Joe Biden va essayer justement, là, les démocrates essaient de renverser un petit peu le récit en disant, nous, on est d'accord pour faire des compromis. Joe Biden, c'est vrai, est allé assez loin dans la remise en cause de cette ouverture qu'ont généralement les démocrates à l'immigration. Et d'ailleurs, c'est une question chez les démocrates, c'est qu'ils sont divisés sur cette question entre l'aile gauche et l'aile plus centriste de Joe Biden. De Joe Biden. Est-ce qu'on en sait plus sur ces deux déplacements? Je crois qu'ils seront à 500 km tout de même de distance. C'est un grand pays. Comment ça va se passer? Il va y avoir quelques conférences de presse. C'est vrai que Donald Trump est à Eagle Pass, qui a été un point vraiment de focalisation des problèmes. Brownsville pour Joe Biden. Ça, qui est plus vers l'Est, effectivement. Donc, ça va être des photo op, quand on dit il va y avoir des images, et puis chacun va aller de son récit. Je pense que ils vont pas se croiser. Ils vont pas se croiser, et on va avoir deux récits, effectivement. Alors, c'est quand même un petit point de faiblesse pour les démocrates. Un point de faiblesse. Avantage, donc, si l'on peut dire, du côté de Trump et des républicains. L'autre grande information concernant cette présidentielle américaine, c'est la Cour suprême et l'assaut du Capitole. Donald Trump qui voit s'éloigner la perspective d'un procès pénal. Racontez-nous. Oui, alors, il dit que... En tout cas, d'un procès pénal avant la présidentielle de novembre. C'est ça. Il devait y avoir un procès là qui devait s'ouvrir assez rapidement. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il dit qu'il a une immunité en tant que président. Donc on ne peut pas l'attaquer sur quoi que ce soit, puisqu'il a cette immunité en tant que président. Ce qui a été contesté par plusieurs cours. Il a fait appel par les cours d'appel. Et beaucoup de spécialistes du droit pensaient que sans doute la Cour suprême n'allait pas prendre l'affaire, allait rejeter le cas, puisque c'était vraiment très bien motivé par la Cour d'appel de Washington. Et en fait, ils ont pris l'affaire, pris le cas. Et ce qui va se passer, c'est que ça va remettre, il n'y aura pas de décision avant le mois de juin. Et puis après, il faut préparer le procès. Donc ça veut dire, et s'il l'emporte? Alors voilà, la question c'est s'il a cette immunité, ça serait vraiment un cataclysme, parce que tous les spécialistes de droit ont l'air de s'accorder sur le fait que cette immunité qui serait totale pour Donald Trump est vraiment une grosse remise en cause, la séparation des pouvoirs, et puis ça veut dire qu'un président pourrait faire ce qu'il veut, tuer quelqu'un sur la 5e avenue, comme il l'avait dit un jour. Non, mais s'il gagne la présidentielle et que la Cour suprême décide qu'il a une responsabilité, que ça le rend inéligible, ça serait passé, le scrutin aura eu lieu. Ah oui, alors, non, de toute façon, là, la décision va se faire avant. La décision, il va y avoir les arguments oraux, là, au mois d'avril, je crois, et la décision va se faire dans cette année-là, au mois de juin. Et la Cour suprême, elle penche pour les républicains et Donald Trump, ou? Alors, voilà, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, en tout cas, ça arrange Donald Trump qui a cette stratégie de faire retarder le plus le procès. Il est
Pas forcément. La Cour suprême a pris aussi des décisions qui vont à l'encontre de Donald Trump par le passé, y compris par des juges qui ont été nommés par lui. Mais ce qu'on risque d'avoir, c'est un procès qui ne commencerait qu'en septembre. Et donc, on va se retrouver avec des élections et un procès qui pourrait avoir lieu en même temps avec un candidat, le candidat principal d'un des deux grands partis, qui devra partager son temps entre la campagne et un procès où il devra être présent. Et ça lui profite ? Ben, ça lui profite parce que il pourra dire qu'on l'attaque parce qu'il est le candidat principal. Regardez, je ne peux pas faire ma campagne auprès de ses partisans pour le moins. Et puis, la chasse aux sorcières, le communisme, les éléments de langage qui répètent assez souvent depuis plusieurs mois. Et par contre, on va voir, mais entre septembre, pour qu'il y ait une condamnation, si condamnation il doit y avoir avant les élections, ça risque d'être très compliqué, enfin d'être en tout cas très juste. Alors, un autre thème, on évoquait la question migratoire à la frontière mexicaine. Il y a aussi celle du vote ouvrier. Et là, autant le dire, c'est plutôt avantage Joe Biden. Il a reçu le soutien notamment du puissant syndicat de l'automobile UAW, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et alors, Joe Biden, ça a été un peu sa marque de fabrique d'être vraiment, lui-même vient d'un milieu assez modeste. Et puis, c'est vraiment sa marque de fabrique d'essayer de reconquérir le vote ouvrier. Et pour ce faire, on voit l'image historique, première fois qu'un président en exercice se rend sur un piquet de grève. Oui, c'était au mois de septembre dernier. Tout à fait. Dans le Michigan. Alors, par contre, ce qui est un peu compliqué, c'est il a le soutien des syndicats. Par contre, au niveau des membres des syndicats, c'est encore un petit peu compliqué. On a vu d'ailleurs, le Michigan est pour le cas très intéressant, puisqu'on a vu même en 2020 et 2022 quand même que le vote ouvrier est quand même resté majoritairement en faveur des républicains et de Trump. On va voir si les choses évoluent. Mais ce soutien des syndicats est très important. Mais ça représente autant le secteur automobile, parce que d'ailleurs je dis le vote ouvrier, mais là on devrait dire le vote ouvrier automobile. Oui, dans le Michigan c'est très important. C'est plutôt là. Oui, bien sûr. Alors il y a le vote, il y a les Noirs aussi qui sont un vote important, notamment à Detroit par exemple. Mais c'est vrai que dans les lieux un peu plus ruraux où il y a aussi des ouvriers qui habitent, blancs en général, ont vraiment déserté le parti démocrate qui essaye de les reconquérir. Pourquoi ils l'ont perdu ? Ils l'ont perdu parce que il y a eu aussi la mondialisation. Il y a eu un soutien vraiment des démocrates à la mondialisation. Il y a eu l'idée vraiment qu'on est aussi dans cette opposition ville et rurale qui a très très bien fonctionné. C'est vraiment une division importante aux États-Unis. Et ce qu'on voit dans le Michigan, par exemple, c'est que ces communautés plutôt rurales ou ouvrières blanches ont effectivement déserté. Le Michigan, ça représente combien de grands électeurs ? 16, je crois, 15 ou 16. C'est ça. Oui, c'est quand même assez important. Surtout, c'est un État clé. Il fait partie de ces États qui peut basculer à peu de voix près. Et comme à chaque élection présidentielle, on va entendre Donald Trump à ce sujet, comme à chaque élection aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, se pose la question de ce qu'on appelle le vote des minorités. Alors, mythe ou réalité en ce qui concerne la première démocratie du monde, enfin la première démocratie en population, c'est l'Inde, mais quand même les États-Unis historiquement. Est-ce que ça joue beaucoup ? Est-ce que ça peut faire basculer le scrutin ou est-ce que c'est exagéré ? Alors, encore une fois, si on regarde les élections précédentes, Joe Biden a été élu en grande partie grâce aux minorités, aux Noirs et aux Hispaniques. Et effectivement, ce qu'on voit dans les sondages, c'est un effritement dans ces populations du soutien à Joe Biden et pour certains même une adhésion en partie à Donald Trump. Alors on a vu le vote sanction par rapport à la situation au Proche-Orient concernant l'administration. Ça peut peser ça dans la balance ? Ça peut peser aussi parce qu'il y a une perte chez les jeunes également qui, pour ce qui est de Gaza, ont vraiment pris plutôt fait et cause pour les Palestiniens et sont très critiques envers Joe Biden. Alors ce qui va être compliqué, ce qu'il faut voir aussi, c'est que même du côté républicain, est-ce que par exemple les gens qui ont voté pour Nikki Haley vont voter finalement pour Trump ou est-ce qu'ils vont ne pas voter ? Les sondages de sortie d'urne montrent que, par exemple, 20% des républicains ne veulent pas voter Trump, même s'il était le candidat du parti. Donc la question, ça va être qui va voter et est-ce qu'il va y avoir un refus ? Les deux candidats sont très impopulaires.
Et donc, est-ce que ça va être the less of two evil, par exemple? Est-ce que c'est vraiment le moins pire des deux, on va dire? Chez les jeunes, est-ce qu'il y a l'effet repoussoir de l'âge des deux candidats, qui soit d'ailleurs de sensibilité de droite ou de gauche? Oui, très clairement. Et là, c'est vrai que Joe Biden... il y a un problème au niveau de Joe Biden qui fait plus vieux que Donald Trump. Ils ne sont pas très très loin en fait au niveau de l'âge, mais il y a effectivement une impression chez Joe Biden d'une faiblesse et typiquement dans des moments de crise ou de doute, les Américains se tournent vers des figures fortes. Ça a toujours été un peu le cas, un président fort, un président héroïque. Joe Biden, c'est plutôt le grand-père qui pourrait peut-être éventuellement rassurer, mais là on voit qu'il a effectivement beaucoup vieilli, donc c'est effectivement un problème, mais ce qu'il faudra voir, c'est quand on sera vraiment dans l'opposition, avec quelle alternative à l'un ou à l'autre. C'est Joe Biden, et la motivation, ça peut être de ne pas voter Trump, de ne pas avoir Trump, et vice-versa. Pour gagner une présidentielle aux États-Unis, il faut beaucoup d'argent. Donald Trump est milliardaire. Pourquoi dit-il qu'il a besoin, d'ici la fin du mois de mars, donc on est le 29 février, d'ici la fin mars, de 1,5 milliard, 500 millions de dollars? Pourquoi? Et donc c'est pour payer l'amende, entre guillemets, qu'il a eue dans le procès de New York sur le fait qu'il avait... fraude fiscale. Voilà, fraude fiscale. Enfin, surtout qu'il avait donné de fausses estimations auprès des banques de ses revenus, de son capital. 355 millions d'euros d'amende. Voilà, donc c'est très important. Enfin, il a de la marge, non? Alors, il a de la marge, mais il n'a pas tellement de cash. En fait, il faut qu'il vende sans doute des propriétés. Et il y a des choses qu'il ne pourra pas faire à New York, puisqu'il ne peut pas avoir vraiment accès à ses affaires à New York. Il ne peut pas vendre comme il voudrait à New York à cause de ce procès. Et si Nikki Haley abandonne, pour l'instant, elle tient tête à Donald Trump, elle continue les primaires côté républicain, l'argent, les donateurs ira automatiquement à Trump, ou est-ce que finalement les donateurs peuvent dire moi je ne suis pas du tout d'accord avec certaines idées Et non, ça ira pas du tout automatiquement à Trump. Pour l'instant, elle a de l'argent, même si certains grands donateurs l'ont quitté, il y a encore de l'argent. Et c'est vrai que pour le coup, entre les démocrates et les démocrates ont beaucoup plus d'argent pour la campagne que les républicains et Donald Trump. Alors, ce que Donald Trump est en train de faire, c'est de prendre vraiment le pouvoir sur le parti, notamment la direction du parti. Il va nommer sa belle-fille, a priori. Enfin, en tout cas, il pousse pour que sa belle-fille soit la vice-présidente de la commission de direction du Parti républicain. Mardi, ce sera le Super Tuesday, le Super Mardi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce soir ce qu'est ce jour d'élection? Oui, alors c'est quelque chose qui est une expression qui date à peu près des fin des années 70-80. Et l'idée, c'est un énorme, un super mardi parce que c'est le mardi où de nombreux États, je crois que c'est 19 États cette année du côté républicain, vont voter pour les primaires. Donc démocrates et républicains. Voilà, démocrates et républicains. Et donc ça fait quand même presque 1000 électeurs, 1000 délégués qui seront élus. La messe est dite le mardi soir? Alors elle ne sera pas totalement dite, elle sera dite sans doute mi-mars, fin mars, mais là on va déjà avoir effectivement une bonne idée de ce que peut récolter Nikki Haley par rapport à Donald Trump. Il y a quand même peu de chances qu'il y ait de grosses surprises. C'est sans doute le Super Tuesday qui risque d'être le moins surprenant de ceux qu'on a pu vivre ces dernières années. C'est sans doute l'une des élections les plus scrutées au monde, notamment du côté de l'Ukraine et de la Russie. On a évoqué tout à l'heure brièvement le Proche-Orient. Quel peut être le poids de ces conflits? Comment ça peut se passer dans la tête des Américains aujourd'hui? Est-ce que des Américains s'intéressent finalement peu à ce qui se passe dans le monde? Sur le Proche-Orient, on voit que ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que la Russie-Ukraine, ça peut peser dans le choix des électeurs? Alors, c'est vrai par exemple, attention, Donald Trump va soutenir Vladimir Poutine. Alors, ça va être quelque chose que vont mettre en avant les démocrates. Traditionnellement, tous les spécialistes en politique disent toujours qu'effectivement, ce qui compte le plus pour les Américains, c'est des questions économiques ou alors des questions sociales de type avortement ou éventuellement aussi l'immigration cette année, ça c'est certain. Mais il pourrait y avoir certaines surprises. Si on continue aussi d'avoir des bombardements
à Gaza, et puis ce qui va se passer au niveau de l'Ukraine, effectivement, si les Américains n'aident pas, ne financent pas l'Ukraine dans les prochains mois, où il pourrait y avoir des déconvenues importantes. Si ces sujets-là sont vraiment dans les informations tous les jours, ça pourrait avoir quand même un certain impact, notamment chez les électeurs jeunes qui sont assez engagés. Merci beaucoup Jérôme Viala-Godefroy pour votre éclairage toujours aussi pertinent et intéressant. Je rappelle que vous êtes enseignant spécialiste des États-Unis. On aura l'occasion de reparler évidemment de cette campagne, à commencer par ce super mardi dans quelques jours.